Nanana. On y va? Ouais. Alors, je vais allumer le Matisse. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Scotch en vidéo, puisqu'il y a des gens qui regardent la radio plutôt que de l'écouter. Euh, Par contre, pour ceux qui continuent à écouter les podcasts aujourd'hui, c'est un épisode comme un autre. Bonjour Mathis. Salut, ça va? Euh, ouais, franchement, ça va. Franchement, ça va. Il fait beau. Il fait beau ici, ce qui est relativement rare pour le souligner dans le nord de l'Allemagne. Et puis aujourd'hui, on essaye un nouveau format, quoi, qui est quand même un peu un truc de fou. Bonjour à tous, c'est Thomas Monteur. Non, pas du tout. C'était la dernière fois le premier épisode vidéo. C'est un autre épisode vidéo. Et c'est parce qu'on a tourné celui-ci en premier. Enfin bref, bonne vidéo quoi. Aussi, alors ça t'intéresse pas, mais je touche mon bonus de cet après-midi, mon bonus pour l'année 2022. Donc du coup, je suis carrément refait et je vais m'acheter de nouvelles chaussures. On est Voilà. vraiment des gens fascinants. Qu'est-ce qu'on On est est vraiment intéressant des gens, comme mec. on est vraiment des gens fascinants. Alors du coup, j'ai pas de quoi rebondir par rapport à la chaussure, si ce n'est peut-être les vieilles chaussures des. Non, non, j'ai vraiment rien pour rebondir sur les chaussures. Aujourd'hui, Oh le là sujet, là. c'est Fallout 3. Ouais, ouais, Alors ça, je ça précise commence, aux ça commence pas auditeurs fort que aujourd'hui. Thomas dort extrêmement mal depuis quelque temps. Donc il a vraiment la tête dans le cul. En plus là c'est l'aurore en France, en Europe. Donc c'est tout à ton honneur que d'essayer de gérer cette chronique en monsieur loyal que tu es. Alors que moi j'attends juste patiemment de faire ma chronique en lisant les notes que j'ai sous les yeux. J'ai aucun mérite. Donc voilà, j'espère que les gens te root for you derrière leur. Mais je l'espère aussi. Je suis là pour toi, mon Alors, petit du coup, cul. c'est la chronique jeu vidéo qu'on a promis la dernière fois. Euh, euh, Avant que tu commences ta super chronique sur la Britpop. Tiens, juste avant qu'on commence. Vous avez été Dis-moi, quand même relativement nombreux à nous faire des retours sur le podcast, surtout c'est vrai. de ton côté, Mathis. Ça nous a fait super plaisir. Ouais. Donc merci beaucoup. On espère que sur ma vidéo, il vous plaira lui aussi. Et oui, continuez à écouter, donnez-nous vos retours, que ce soit par message ou sur Insta. Suivez-nous sur Insta, @Scotch le podcast. Mais vraiment, merci beaucoup pour les retours jusqu'à présent. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et ça nous donne envie de Ouais, continuer aussi. et extra big up parce que je pense que ça leur fera plaisir d'entendre leur nom, parce que surtout quand on deviendra de grandes vedettes. Mais je voudrais particulièrement remercier Jonas, Sylvain et Florian pour leur retour. Il y a aussi Brice, Brice, Guillaume et puis notre Lalou national évidemment qui nous a fait un super retour là-dessus. Donc voilà, je m'arrête juste là-dessus très rapidement, mais je voulais les remercier quand même parce que ça nous a fait vraiment très plaisir d'entendre leur retour là-dessus. Bon, là, alors, j'ai vraiment, et alors vraiment plus de transition vers Fallout. Tout de suite, Fallout 3. Allez, on y va. Alors, lors de ta dernière chronique, tu nous avais parlé de jeux vidéo et tu avais parlé de rétro. Et donc forcément, moi, ça me donne envie de te parler de jeux vidéo qui parlent de rétro. Voilà, on est c'est fractal. Tu vois. Mais je pense, évidemment, quand je te parle de ça, je pense à Fallout 3, qui a été développé par les studios Bethesda. Et pour le contexte très rapidement, les studios Bethesda ce sont des gens que tout le monde a fini par détester à un moment donné à cause de différents scandales qui ont un peu entaché leur réputation et qui ont suffi à faire oublier tout le reste de leur carrière. Je pense notamment à de très nombreux problèmes de bugs, même après la plupart des mises à jour qu'ils proposaient à leurs joueurs. Il y a eu des histoires de vol de mode créés par des fans qui n'ont pas été rémunérés, parce qu'il y a notamment sur Oblivion et Fallout qui sont donc de très grosses licences Bethesda. T'as plein de gens qui se sont amusés à créer des trucs et en fait Bethesda apparemment s'est approprié ces modes sans scrupule. D'après ce que j'ai compris, hein, je veux pas non plus aller taper sur des gens sans avoir toutes les preuves, mais c'est ce que j'ai pu lire sur les internets. Et tout le monde sait que les internets, c'est toujours une source d'information extrêmement fiable. Mais il y a aussi eu notamment on les accuse aussi pour des pratiques marketing assez douteuses et il y a eu plein d'autres choses. Donc c'est vrai que Bethesda a pas vraiment le vent en poupe depuis plusieurs années, alors que pour moi, Bethesda, c'est avant tout l'énorme claque Oblivion qui m'a permis de découvrir en fait à l'époque ce qu'on appelait un open world en fait, avec un moteur d'Xbox 360. La Xbox 360, c'était l'ère de ce qu'on appelait la next gen,
parce qu'on voulait vraiment appuyer sur la quasi-disparition de ces murs invisibles contre lequel ton personnage peut se cogner si tu sors des limites de la map. Je pense notamment, tu sais, quand début des années 2000, dont on parlait la semaine dernière, si tu veux, les jeux de plateforme, les jeux de rôle qui te permettaient de contrôler un personnage qui se balade dans un monde, c'était un peu trompeur parce que tu avais l'impression d'avoir une certaine forme de liberté, mais ça restait quand même très cadré, ça restait sur les rails. Alors que, voilà, avec la Xbox 360 et Oblivion, pour la première fois, tu voyais un décor au loin et tu savais que tu pouvais t'y rendre. Ça, c'était absolument fou. Donc, tu avais vraiment l'impression que le ciel était la limite, comme diraient nos amis canadiens. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ce terme next-gen, euh, à mon sens, je le trouve assez touchant et attachant avec du recul parce que le terme next-gen, next generation, hein, ça m'évoque une forme d'enthousiasme un peu candide à l'idée que ça y est, tu vois, on a franchi un palier dans l'avancement des technologies vidéoludiques. Et c'est un peu le même délire que l'arrivée à l'ère 2000 ou le point quand Karim Debache, pour le citer presque quotidiennement, évoque les pubs pour la Super Nintendo Zoom. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un épisode de Cross où tu as une voix off qui s'efforce d'utiliser Ouais, un ouais, ouais. jargon super complexe pour te faire comprendre qu'on veut te vendre de la grosse machinerie, hein. Il dit, ouais, c'est le Super Nintendo Zoom. Comment c'est possible d'avoir un zoom Oui, pareil? oui, 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 je Voilà. me rappelle, je me rappelle. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on a beau savoir que les dernières consoles en date proposent des avancées encore plus hallucinantes, on fait plus autant usage de ce lexique futuriste pour vendre un produit, parce qu'on sait que le public considère ça un peu comme acquis, que tout aille vite et que de nouvelles technologies soient créées chaque jour que Dieu fait. Mais là où Oblivion me servait sur un plateau tous mes plus gros fantasmes de geek, fan d'Heroic Fantasy, avec un univers, un bestiaire et des possibilités de personnalisation infinie pour créer ma petite épopée médiévale sur mesure, Fallout 3 a repris le même moteur, les mêmes schémas, mais en me transportant d'un délire arthurien à une sorte de rétro-futurisme post-apocalyptique complètement nouveau pour moi à l'époque. Tu vois, j'avais entendu parler de Mad Max et de cette esthétique à base de désert, de pénurie de pétrole, d'individus psychotiques qui découpent tout ce qui bouge, mais ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre en fait. À l'époque, ça, pour moi, ça avait déjà assez mal vieilli tout ce délire Mad Max, genre regardez le futur, ce sera la grosse merde, et on s'amusait là-dessus parce que ça allait bien à l'époque. Alors que Fallout 3, c'est un jeu qui m'a tout de suite chopé en recyclant les recettes d'Oblivion qui m'avaient tant plu, à savoir, comme je disais, l'ultra personnalisation et le monde ouvert qu'il te propose. Et j'aurais pu être rebuté par l'esthétique super grise et les limitations graphiques du moteur qui commençait à avoir pas mal de concurrents arrivés, mais pour moi, ils ont eu le coup de génie, Bethesda, ils ont eu le coup de génie qu'il fallait. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé justement l'esthétique rétro-futuriste des années 50 en y incorporant des éléments de design, notamment des vieux panneaux publicitaires des années 50, des villes à l'ancienne au milieu d'un futur complètement détruit, mais aussi et surtout une radio locale. Dans le jeu, tu as une radio locale qui est tenue par un hurluberlu avec une voix de présentateur et qui te passe des disques de jazz. Et là, ça a été Bethesda Mat Merde de zéro. C'était une nouvelle claque en fait, qui n'était plus de l'ordre d'assouvir un fantasme entretenu pendant longtemps dans mes délires Seigneur des Anneaux. C'était une claque de type ah, Oblivion ça t'a plu, bah regarde les autres mondes qu'on peut t'envoyer dans la tronche et que t'aurais pas soupçonné que t'adorais. Alors cette esthétique, en grandissant un peu, j'ai appris que c'était un mélange de ce qu'on appelle le steampunk, qui est un sous-genre de la science-fiction s'inspirant de la fin du 19e siècle et des avancées technologiques de l'ère victorienne au Royaume-Uni, comme le train à vapeur par exemple. Donc tu avais le steampunk, et c'était un mélange de steampunk et de rétrofuturisme des années 50 qui était repris tel quel. J'ai déjà parlé de lui dans ce podcast, mais je voudrais le rementionner encore une fois. Il y a une vidéo d'Arthur Genre qui parle de l'histoire de l'automobile aux États-Unis. Et il y a une section de sa vidéo qui s'attarde sur le délire futuriste des voitures des années 50. C'est la dernière vidéo en date sur sa chaîne YouTube au moment où je parle. Mais que ce soit steampunk ou rétrofuturisme des années 50, les deux mouvements avaient en commun de voir le futur avec optimisme. Et ils voyaient le futur comme une espèce de temps messianique qui rendrait la vie des gens meilleure, en fait. Et du coup, toute la violence et même les limitations graphiques et la direction artistique lugubre de Fallout 3, tout ça, ça opère comme un pied de nez incroyable à l'optimisme de l'époque. Ça donne une espèce de propos cynique et ça crée une esthétique qui pour moi, à l'époque où j'ai découvert ce jeu, était vraiment nouveau. Mais justement, si ça avait été que du glauque, je pense que la plupart des joueurs auraient probablement trouvé ça étouffant. Et c'est là que Bethesda, à mon sens, était vraiment fort. C'était dans la manière de calfeutrer et atténuer la dureté de l'univers en t'offrant notamment des quêtes optionnelles ou parfois même des segments de la quête principale avec des vrais éléments de storytelling
et des personnages avec une psyché plus développée que le laisseraient croire les expressions frigides qu'ils avaient tous dans le jeu, dans le délire un peu Uncanny Valley, quoi. Donc, ce qui représente, selon moi, ce qui représente ce jeu, ce qui représente ce jeu, à mon sens, c'est la possibilité de faire sauter des têtes de super mutants. Les super mutants, c'est des grosses bestioles jaunes super musclées avec des armes. C'est le fait que tu puisses faire sauter leur tête de la manière la plus gore possible en écoutant du Duke Ellington. Tu vois? Ça me mettait toujours dans cet état où je savais pas si ça augmentait ou atténuait l'aspect lugubre de l'environnement dans lequel on évoluait. Et donc, par jeu d'association et de renforcement positif, parce que vraiment je kiffais ce jeu, je me suis inévitablement mis à kiffer le jazz. Je suis resté amateur du genre sans aller aussi loin, par exemple, que dans la musique des années 70, qui pour le coup est, comme tu le sais, mon péché mignon, mais je me suis mis à écouter de plus en plus de compilations, et même à incorporer dans mon apprentissage de la guitare à l'époque, de plus en plus d'éléments et d'accords jazz pour colorer un peu mon jeu. Et je pense que tout ça, pour tout ça, Fallout a été le point de départ, en fait. Donc, je sais que t'aimes le jazz aussi, parce que tes deux principales icônes, c'est Jeff Goldblum, que tu m'as fait découvrir dans une vidéo, en train de jouer du piano avec ses Oui. grosses bagousses de vieux mecs classe. Et l'autre, je pense que tu t'en rappelles, c'est ce chauffeur de VTC un dimanche de grisaille, qui lui aussi avait des bagouzes et qui, à défaut de jouer du jazz pendant qu'il conduisait, en écoutait dans sa voiture. À l'époque, j'étais encore trop néophyte pour Ouais, ouais. pour savoir ce qu'il écoutait, et encore maintenant, tu me diras, mais je me souviens que ça nous avait laissé une impression durable au milieu de cette grisaille dominicale de notre Ouais. petite bourgade alsacienne. Le gars, le gars puait juste la classe, quoi. Il se foutait complètement qu'on paye ou pas, d'ailleurs. C'était vraiment la nonchalance incarnée. C'était Oui, vraiment un oui, oui, personnage oui, oui. anachronique. Donc, voilà. C'est tout pour ma chronique du jour. Et évidemment, je rebondis pour te dire concrètement, mon petit Tom Q, c'est quoi ton premier coup de cœur jazz? Ah, elle m'a bien plu ta chronique. Je vais pas tarder à y répondre, faut que j'y réfléchisse un peu parce que j'ai l'impression que comme le 99% de nos histoires, c'est une histoire à tiroir. Exactement. Euh, où est-ce qu'on allait ce jour-là? On a pris ce tacos avec On allait en avec ville. Il me semble que Alors, pour moi, il me semble que c'était un samedi soir et que c'était un taxi. Tu sais que les transports en commun mettent à disposition des gens quand il y a plus de bus qui tournent. Enfin alors bref, je me rappelle c'est dans parfaitement. des détails. C'était en pleine journée et en fait, dans mon patelin, pour avoir Ah, ces petits d'accord, taxis-là, d'accord. ces taxis-là ne... Alors effectivement, il y avait le samedi soir aussi, mais on était en pleine journée, il faisait gris. Ah, Et d'accord. c'était vraiment un dimanche et je pense que notre seule raison d'aller à Mulhouse, parce que pour la petite histoire, je viens de près de Mulhouse et je viens d'une petite bourgade autour de Mulhouse. La seule raison pour nous d'aller à Mulhouse un dimanche, je crois que c'était pour aller au cinéma. Putain, quelle triste Mais oui, vie! sûrement, sûrement, Quelle triste sûrement. vie! Mais non, faut bien commencer quelque part. Faut bien commencer quelque part. Oui, Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, quelle superbe chronique. Et c'est drôle parce merci que mon j'ai petit Tommy. l'impression que quelque part ça fait aussi un peu le pont avec la petite réflexion que je m'étais faite en jouant Céleste, donc du coup qui est notre avant-dernier épisode, Mhm. euh, qui et du coup en jouant à Céleste, je me disais que c'était un peu l'avènement du jeu indé, c'était un petit peu la post-gueule de bois des de la fin de la génération de consoles Xbox 360, PS3, parce que il y avait eu mine de rien après Oblivion, qui était une révolution. Je trouve il y avait eu beaucoup de limitations dans ces grands jeux qui se voulaient beaucoup plus grands mais parfois un peu plus vides. C'est pas le cas d'Oblivion, mais déjà en passant je crois qu'à Skyrim par exemple, je sais que c'était ton frère qui sans s'en plaindre est un peu désolé que le jeu vidéo, un gros RPG comme ça se casualise entre guillemets. Mais voilà, je pense que ça, c'est effectivement les heures de grâce du jeu vidéo. D'autant que je me rappelle que ces jeux-là, au final, tu les trouvais dans des bacs pour vraiment 3 francs 6 sous. C'est vrai. Ça c'est vraiment C'est, une vieille expression. Mais mais tu les trouvais dans des bacs pour 3 fois rien. Alors que c'était des jeux qui te promettaient, mais tu pouvais jouer au moins 100 heures à ces jeux-là. c'est très Ce qui vrai. était Je quand même l'avais un truc acheté de fou. d'occasion d'ailleurs, Oblivion, il me semble. C'était notre premier jeu sur Ah, 3.6 et je crois qu'on l'avait acheté d'occasion. ah bah voilà. Bah, écoute, je te remercie pour avoir partagé ça. Alors, pour te Merci. répondre sur mes premiers coups de cœur jazz, ça remonte un peu plus loin. J'essaie vraiment de savoir d'où ça venait. Le premier qui m'est venu, c'était Chet Baker, donc Mhm. Autumn Leaves.
parce que je trouvais que la mélodie était très douce, très cool, et ce dont je me rappelle, parce que c'est quelque chose qui va conditionner le fait que j'aime du jazz ou pas, c'est la mélodie d'une grande douceur et le batteur derrière qui est énervé, mais énervé de fou. Et quelque chose que je retrouve aussi dans des titres pop, genre, je prends toujours cet exemple de, je crois que la chanson s'appelle euh, A Thousand Miles, tu sais. And I would fall into the sky. Parce que c'est une chanson de pop de Midinette, et derrière, le mec à la batterie, ça doit être un métalleux de 200 kilos. Et ça me colle, enfin, ça colle absolument pas, en fait, au thème vraiment enfin, romantique, fleur bleue au possible. Et t'as ça. Mais après, t'as cette espèce de break où t'as des petits violons qui font ta da 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 da, ce qui est en fait hyper rythmique, tu vois. Enfin, c'est très jazz, et du coup, t'as Ouais. la batterie derrière où vraiment il pleut des cymbales et des coups de grosses caisses. C'est ce morceau qu'ils Donc, ont remixé avec Rage Against the Machine, même, pour... Ils avaient remixé la oui, voix de oui, la oui, oui, nana oui, oui, sur... oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, faut dire à D'ailleurs, quel point c'était brutal. il y a aussi un remix de cette chanson qui existe où c'est Terry Crews qui joue de la Ah ouais? batterie. Mais en fait, en activant chacun de ses muscles, ça joue un différent morceau de la batterie. Donc du coup, tu vois, quand il fait bouger ses gros pecs de mec musclé, Ouais. ça doit faire des trucs, tu vois. Enfin, je pense que c'est triché, enfin, c'est truqué, mais c'était quand même ça. Non, je pense que ma première incursion dans le jazz, elle est aussi détournée comme la tienne. Je me rappelle passer des heures sur le site de Gibson à l'époque. Donc Hmm. Gibson, qui est la grande marque de guitare, un peu comme Fender. Et il proposait d'écouter des petits clips pour voir comment la guitare sonnait. Et je me rendais compte que j'aimais bien le son hyper clair des guitares à grosse caisse de jazz. Ces guitares-là, elles sont assez grosses. Elles sont aussi grosses qu'une guitare acoustique, avec C'est vrai, le ouais. dessus de la guitare qui est bombé, et surtout des ouïes en F, comme les instruments avant classiques. Et je me rappelle que je trouvais que ces instruments, ils étaient absolument magnifiques. Et je pense, du coup, que la première fois que j'en ai vu un, ou en tout cas que j'en ai vraiment eu conscience, c'était en voyant Manu Evno, qui était qui était guitariste soliste et Trio, non? chanteur de trio, absolument. Ah, Qui a pris sa ouais. retraite, d'ailleurs. D'accord. Il a quitté le groupe Trio en 2021 ou 2022 dans un message touchant sur Facebook, comme un gentil boomer. Mais Ok. oui, donc du coup, ma première expérience de jazz, c'était les grosses guitares. Voilà. D'accord, d'accord. C'est hyper intéressant parce que toi, t'es pas... C'est vrai que... Alors, une chose que, évidemment, les gens ne savent pas, c'est l'amour que t'as eu pour la guitare, non pas pour l'instrument d'un point de vue musical, mais pour l'objet en tant que tel. Enfin, d'un point Ouais, de vue musical ouais, aussi. ouais. Sinon, c'est à demi, c'est pas totalement vrai ce que je dis parce que tu étais aussi très sensible au son et aux possibilités sonores que tu pouvais avoir avec différentes guitares, différents matériaux que tu Ouais, pouvais avoir sur une guitare. Mais je sais que c'était presque plus pour l'artisanat en lui-même que pour le son que tu pouvais en tirer. ouais, Quand tu me parlais des oui. guitares, il y avait un moment donné, alors je révèle des choses sur toi, mais c'est ça qui fait vendre. Il y avait un moment donné, tu étais même intéressé par une licence ou un master, je crois, à l'étranger, en Allemagne, pour te spécialiser dans la revente de guitares, si je dis pas de conneries. Alors c'était pas à l'étranger, c'était au Mans. C'était au Mans, putain. Pour nous, Oui, c'est l'étranger. Le Mans, c'est c'est l'étranger. suffisamment exotique. C'est l'étranger. Le Mans, c'est l'étranger. Absolument. Oui, donc ouais, c'est complètement lié à l'artisanat. Donc ouais, le jazz pour moi c'est la guitare, même si au final, si on réfléchit, pardon, le jazz c'est la batterie et le piano. C'est vrai, mais c'est marrant parce que du coup, ça nous permet de tirer un trait d'union entre l'idée du jazz et de l'artisanat. On a vraiment mentionné ce concept-là parce que je crois que le jazz, c'est autant la mélodie et les percées, les percées, notamment en termes de gamme, parce que ça établit les bases pour notamment beaucoup des gammes et une manière d'approcher la mélodie dans la musique, et le rythme évidemment aussi, j'oublie le rythme, mais le jazz qui fait au moins de moitié, voire plus l'identité du jazz, ce sont les textures sonores, et Ouais, qui étaient souvent absolument. rendues possibles par une manière très spécifique d'aborder la fabrication et la conception d'un instrument, là où, tu vois, dans la musique pop, tu as beaucoup plus de possibilités. Tu peux jouer de la pop avec une Gibson, avec une Fender, qui sont encore une fois les deux grandes marques de guitare quand tu apprends, quand tu t'intéresses au monde de la guitare. Et là, je parle que pour le côté guitare, mais tu vois, quand tu parles de musique pop, par exemple,
on va pas penser forcément à des modèles d'instruments spécifiques. En tout cas, c'est mon avis. Il y a des gens qui vont peut-être penser autrement, mais quand on parle jazz, par exemple, pour la guitare jazz, on va penser à la Gibson, à l'ES 335. Tu sais mieux que moi ça. De qui? La guitare, la Gibson ES, ES quelque chose, la guitare, la Gibson de Mikes. Ah, alors du coup, enfin, genre celle de B.B. Me King, laisse par pas, exemple? me laisse pas tout seul sur ce coup-là, Non, parce non, que non, 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 bien sûr. Non, non, mais il y a le S. Pour moi, ce serait aussi la L5, mais le S335, absolument aussi. Oui, complètement. qui sont la L5 qui est aussi de Gibson, si je dis pas de conneries. Oui. Et qui était aussi Ouais. un groupe de pop de M6. Oui, oui, aussi, et qui, à mon sens, a tout autant de valeur artistique et musicale. Faut le Ça, souligner, mais ça, il faut le souligner. toutes les femmes de ta vie, si jamais les gens, certaines personnes n'ont pas connu cette époque, je les Oui, invite à on taper ça mettra, sur. on, Ouais. on mettra le lien en description. Ouais. Mais effectivement, mais tu vois, c'était un peu Gibson en termes de marque de guitare qui avait l'apanage du jazz. Et pour les autres instruments, je pense que c'était souvent, étant donné que le jazz, souvent les jazzeux avaient une formation classique, je pense qu'ils jouaient surtout sur des Steinway. Mais là, encore une fois, pour tout ce qui est piano ou tout autre instrument, je m'aventurerai pas là-dessus. Mais je serais pas surpris Ouais, moi non plus. que le jazz, tu vois, que le jazz avait ses instruments et ses marques fétiches. Là où encore une fois, pareil, le rock, tu vois, t'avais des groupes de rock qui utilisaient plutôt Gibson, des groupes de rock qui utilisaient plutôt Fender, mais c'était pas monomaniaque dans l'utilisation et dans l'usage des marques. Là où encore une fois, le jazz est vraiment attaché, quand on y pense, à cette idée de la marque, cette idée de la texture que tu tires d'un instrument spécifique, d'une marque spécifique, Ouais. d'une manière de concevoir l'instrument spécifique. Donc c'est super intéressant. Et je voudrais aussi rebondir sur ce que tu disais quand tu as découvert le jazz, enfin dans tes souvenirs en tout cas avec Chet Baker, avec Autumn Leaves. Donc Autumn Leaves, c'est vraiment je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, c'est le grand standard du jazz qu'à mon avis à peu près tout le monde, même Oui, sans connaître oui, le oui, jazz, a déjà entendu. Tu sais, avec cette mélodie qui oui. fait tin 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 tin. Je le chante horriblement mal. Tapez Autumn Leaves ou Les Feuilles Mortes, et si je dis pas de conneries, parce que c'est un standard qui a été repris 10 millions de fois, mais je crois que l'un des principaux instigateurs de ce morceau-là, à la base, c'est Yves Montand, dans un film. Ah, bah, je serais pas du tout Je, surpris. je dis peut-être des conneries, mais en fait, parmi, en tout cas, les premiers à avoir joué ce morceau, c'est Yves Montand qui ressort quand on cherche ça. Donc donc c'est pas du coup Autumn Leaves, c'est pas les feuilles d'automne. Traduit littéralement, c'est les feuilles mortes qui est repris comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, ouais, c'est un peu comme My Way de Sinatra, qui en fait vient d'une chanson de. Attends. Qui vient de. C'est assez improbable quand même. C'est pas Mike Brandt, un truc comme ça? Un truc un peu C'est Claude abusé? François. Ça vient de Claude François, Oui, cette c'est Claude merde. François. Mais attends, est-ce que c'était d'abord Claude François et ensuite ils l'ont adapté en anglais ou est-ce que c'était C'est l'inverse? tellement de l'amateurisme là tout de suite, parce qu'honnêtement, je crois que c'était ça. En fait, c'était une anecdote. Alors, c'était peut-être une fake news, et j'invite les gens à aller fact-checker ça. Mais D'accord. je crois que tu sais, un peu dans les infos what the fuck qui ont marqué l'histoire, il semblerait que ce soit une compo de Claude François qui ait inspiré Sinatra, C'est vrai. qui l'a fait plus vieux du coup ce D'accord. morceau. Mais il faut aller voir, il me Mhm. semble que c'est sûr que Claude François a fait sa propre version française, mais je crois que c'est lui qui l'avait d'abord faite. Oui, oui, oui. Et D'accord. ça Parce fait que je sais mal qu'il y de avait, savoir il que. y avait, Oui, il y a des vases, il y a des vases communicants. Je sais qu'il y avait cette chanson, tu sais, Si j'avais un marteau, qui existe aussi en anglais, mais je sais pas qui est venu en ah ça je premier de savais la pas. poule et de l'œuf. D'accord. Et ouais, il y a tout un tas. Purée, c'était qui? Il me semble que. Alors, je sais pas comment s'appelle la chanson, mais celle qui fait Raindrops keep falling on my Ah oui, oui, head. Je oui. crois que ça a été. Il me semble que ça a aussi été adapté en français. Mais alors, du Ouais. coup, qui est venu en premier du français ou de l'anglais? Moi, à chaque fois, je pensais que c'était les ricains. Mais si Bah, ça se en trouve, général, ouais. Cocorico, ou. Enfin, je sais pas ce que c'est l'animal égyptien pour Claude François. Mais en tout cas. Voilà, enfin, Cocorico Il est égyptien, con. quoi. Peut-être que c'est. Non, mais c'est vrai, On a, il est pas on a égyptien, trouvé le Claude sous-titre. François? Si, mais je trouve ça très drôle. Je sais pas quel est l'animal égyptien pour Claude François. On a trouvé le sous-titre pour notre C'est prochain post sur la Instagram. citation hors C'est la contexte. citation sur le post. Mm. Ouais, mais effectivement, Je pense pas.
je ne pense pas que l'épisode sera plus marrant. J'aimerais finir le fait de parler de Gibson, de jazz, etc. Parce que ça touchera directement à l'épisode, ça touche directement à ce qu'on fera la semaine prochaine, où on parlera entre autres, alors sur quoi il joue, il y a une vieille 335 aux manches cassées et une Fender Stratocaster Highway One, qui est donc du coup l'entrée de gamme de chez Fender, qui seront, enfin l'entrée de gamme du début des années 2000, qui Mhm. seront en jeu dans le groupe dont j'ai envie de vous parler. Ouais, donc là, ça veut plus rien dire. Mais allez voir l'épisode sur Wolfpack, il était super. Je vous le mets juste ici. Si ça, c'est pas du Mathis, je te teasing. remercie. Parce qu'on on fait ce qu'on peut. L'intro était merdique, mais moi, l'outro sera à peu près potable. Non. Mm-mm. Elle rattrape tout. Euh, Oui, voilà, exactement. Je te remercie d'avoir partagé cet épisode avec moi, comme d'habitude. Et Bah, puis, merci on à vous toi. retrouve dès la semaine prochaine. Et puis, peut-être Ouais, que ce sera encore de la vidéo. Qui sait, peut-être pas de la vidéo. Peut-être que ça n'a même pas filmé, j'en sais rien. Donc, c'est un on test. vous fait un gros bisou. Première fois. C'était un test. Oubliez pas de checker Autumn Leaves ou les feuilles mortes. Tapez ça sur Google, écoutez ça, Ouais. et puis si ça se trouve, ça peut créer des vocations de jazz parmi certains de nos auditeurs auditrices. On n'a pas cette prétention de créer des vocations, mais tu sais, il peut y avoir d'heureux accidents. Sait-on jamais. Peut-être qu'un jour, les gens nous citeront, comme nous, on citait Karim Debache. Exactement, exactement. À bientôt tout le monde. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Salut.